Nvidia qui aura marqué quand même la performance boursière de ce mois de mai avec un leadership spectaculaire pour le Nasdaq américain. Parlons justement de ce mois de mai qui se termine aujourd'hui sur les marchés avec Arnaud Morel, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Bonjour Arnaud. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Traditionnel bilan du mois de mai, qui est toujours un mois un peu particulier sur les marchés, avec cet effet de saisonnalité qu'on a tous en tête. Si on regarde peut-être les grands actifs clés, la performance des indices actions, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire à l'issue de ce mois de mai qui a été un mois de retracement, j'ose même pas dire correction. Tout à fait Grégoire. Donc oui, on a eu un mois, on va dire, de consolidation. À plat des indices, c'est-à-dire avec des variations qui oscillent entre 2 et 3% sur les grands indices, mais surtout deux ovnis, le Nasdaq qui a plus 24% depuis le début de l'année, avec un run de quasi 8-9% sur le mois de mai, et le Nikkei aussi, qui a battu ses records historiques. Donc ça, c'est les éléments importants. Ce qu'on voit à l'intérieur des indices, c'est quand même des grosses rotations sectorielles avec, on va dire, la mise en avant du secteur technologique à travers l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un point important. Aussi, la consolidation des valeurs du luxe, pourrait-on dire enfin, sur les marchés actions. Et on voit vraiment, on joue dans des ranges sur les indices actions. Le CAC, il est capé entre 7002 et 7580. La même chose sur le S&P, 4200. Et on vient de juste passer au-dessus. Oui. Donc ça, c'est peut-être quand même un bon signal de la poursuite haussière des indices américains, car c'est un signal technique très important que nous suivons tous. Des programmes d'achat pourraient être mis en place sur ces niveaux-là. C'est intéressant parce que le marché américain S&P est plutôt en haut du range, 4002 effectivement, peut-être avec un possible débordement de ce seuil symbolique que tout le monde surveille. Le marché européen, lui, est plutôt dans le bas de son range aujourd'hui. Vous l'avez dit, avec le coup d'arrêt quand même boursier du luxe qui aura marqué ce mois de mai. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent comparé la tech américaine, les GAFAM, ou ce groupe de valeurs, de méga cap américaines, on l'a souvent mis en équivalence avec nos stars du luxe en Europe et à Paris. Bon, le luxe connaît un coup d'arrêt, la tech américaine, aucun coup d'arrêt, voire une accélération. Tout à fait. Pour la partie luxe, d'autant plus aujourd'hui, on a eu les indicateurs économiques chinois, le manufacturier, ressorti en dessous de 50, en dessous de ce qui était attendu. Ça remet un petit coup, on va dire, sur les valeurs du luxe, qui sont aussi bien valorisées aujourd'hui, actuellement. On pourrait dire quand même, on revient sur l'agrégat des valeurs du luxe en zone économique européenne, on se paye à 25 fois les bénéfices. On est proche du plus haut historique. On regarde aussi, point important, le différentiel de valorisation entre les indices, on va dire cash, et les indices de valeur du luxe. Et on a aujourd'hui entre des indices qui se traitent entre 12 et 13 fois et 25 fois sur le luxe. On a une surcote, une cote, un écart de 90%. C'est ça. Donc c'est quand même très important. Tendu. Ceci expliquant aussi aujourd'hui les mouvements qu'il y a sur cette partie-là. Sur la technologie, c'est encore pire. Non, mais en termes de valo, c'est encore pire. Comme on pourrait souligner, je regardais hier soir sur la clôture, ce qui était intéressant puisque pareil, le Nasdaq toujours en territoire positif. Donc on regarde en termes de performance, le Nasdaq, comme je l'ai dit, c'est 25%. En termes de valorisation, pareil, quand on regarde au sein du S&P 500, le secteur technologie information, ça se traite à 145 fois les bénéfices. C'est-à-dire qu'on est revenu sur les niveaux de novembre 2021. Par contre, la chose qui est quand même peut-être à surveiller, c'est les niveaux d'évolution des bénéfices par action du S&P 500 qui sont par contre bien en deçà des niveaux de novembre 2021. Donc ça, c'est des choses à surveiller, à interpréter. Mais bien sûr, l'avènement de l'intelligence artificielle booste aujourd'hui les indices. Nvidia, c'est plus 150%, après une baisse de 53%. Donc on revient sur des niveaux bien plus importants. Bien sûr que c'est à travailler, mais aujourd'hui en termes de valorisation, Nvidia, c'est 25 fois le chiffre d'affaires. Donc voilà. L'IA plus forte que la Fed, plus forte que la hausse des taux. C'est BofA qui a fait ce petit exercice dans une note récente. Il a fallu 3% de taux réel aux États-Unis pour faire éclater la bulle .com au tournant des années 2000. Je crois que la bulle subprime a explosé avec là aussi des taux réels qui devaient être autour de 3-4%. Bon, la bulle crypto, il a fallu un peu moins, j'allais dire, pour la dégonfler un peu. Là, aux États-Unis, on est à, 1,5% de taux réel, peut-être. Tout à fait. Donc, on voit que pour l'instant, ce genre de contrainte monétaire n'entame pas l'enthousiasme du marché pour un nouveau thème qui est celui de l'intelligence artificielle. On l'a vu sur les dernières séances, Grégoire. Vous avez les indices américains, technologiques, malgré la remontée, on va dire, des rendements obligataires. Une inflation avec un PCE qui est ressorti à 4,4 au-dessus de ce qui était attendu, au-dessus du une Fed dont on nous dit qu'elle continuera de monter ses taux malgré la pause. Les anticipations aujourd'hui de Fed Funds aussi, où on était entre pause et remontée de taux directeur. Aujourd'hui, le match avait fait. 65% aujourd'hui, c'est de remonter de 25 points de base sur la réunion du 14 juin de la Banque centrale américaine. Donc,
et les valeurs technologiques qui continuent à aller en avant. Donc c'est quand même des phénomènes à surveiller. Mais écoutez, on ne va pas s'en plaindre. C'est des choses, et l'innovation technologique est quelque chose qui permet aujourd'hui d'avoir une essence au sein du moteur des indices boursiers. Et puis on le voyait avec Virginie, oui. De manière immédiate, c'est très localisé, c'est un buzz, c'est de la hype, le marché en a l'habitude, mais il y a une profondeur quand même derrière le thème qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main quand on a des horizons d'investissement moyen-long terme. Vous évoquiez ces écarts de valorisation qu'on retrouve. C'est encore plus marquant quand on va regarder peut-être du côté des small et des mid-cap. Le Russell 2000 ou les indices small et mid en Europe sont encore à 20% et plus bas même peut-être par rapport à leur sommet précédent. Il y a toute une partie du marché qui est encore dans un bear market long qui continue de s'étendre. Tout à fait. Et on le voit, c'est les taux de participation au sein des indices. Dans le stock 600, vous avez 51% des valeurs qui sont en hausse. Je ne dis pas au-dessus de l'indice, qui sont en hausse. Donc le reste est en deçà. Et au S&P, c'est encore pire. Vous avez juste 48%. Juste 48% des valeurs qui sont en hausse. Donc voilà, vous avez une polarisation des marchés. C'est-à-dire que vous avez 5-6 valeurs qui font de la perf. On regarde au S&P, on revient au sein du S&P. Les valeurs, on va dire GAFAM, j'y ajoute Nvidia, j'y ajoute Tesla, ça représente 29% de l'indice S&P. Donc on retourne un petit peu sur tous les travers que le marché avait gommé au cours des 12 derniers mois. Donc ça, c'est des éléments, bien sûr, que nous regardons avec attention. Mais voilà, il y a des tendances, il y a des méga trends qui sont à surveiller aujourd'hui sur les indices. Par contre, en termes de cyclicité, on voit qu'il y a un écart très important dans les indicateurs avancés entre les PMI des services et manufacturiers. Le marché fait le travail, c'est-à-dire que vous avez toutes les valeurs cycliques, comme vous l'avez dit, qui sont en forte contre-performance, qui sont en performance négative depuis l'année, des valorisations pour l'énergie, pour le secteur de l'automobile qui sont en dessous de 6-7 fois en termes de PE. Il y a beaucoup d'interrogations. Le travail est fait à l'intérieur des secteurs et des indices. Donc ça, c'est quand même un point qui est important. Beaucoup de mouvements dans ce marché qui est très vivant, malgré, on va dire, le peu d'amplitude dans les performances de marché. Non, c'est sûr. Oui, parce que pendant 2 mois, le S&P est resté entre 4100 et 4200, effectivement. Donc ça reste très, très faible en termes d'amplitude et de volatilité sur ces marchés actions. Cette lecture du marché à 2 régimes, on a envie d'en tirer des enseignements positifs pour la suite en se disant, la participation est très faible, c'est très concentré. Ça peut s'élargir et d'autres secteurs peuvent prendre la relève. Ça, c'est évidemment le scénario un peu idéal, Blue Sky devant nous. Ou est-ce que l'idée de la réconciliation, entre ces deux mondes se fait plutôt par le bas avec un atterrissage pour des valeurs qui sont peut-être un peu trop haut perchées aujourd'hui? Ça va être toutes les tendances, on va dire, des prochains mois. C'est-à-dire quelle va être la tendance de la croissance économique mondiale, quelle va être la tendance de l'inflation, même si celle-ci décroît de façon importante, et surtout la politique des banques centrales. En zone économique européenne, vous attendez quand même 2 hausses supplémentaires. Une hausse peut-être à la prochaine réunion de la Fed fait que aujourd'hui, si on a un atterrissage en dessert de l'économie, on peut dire que le boulot est fait au sein des secteurs. Clairement, peut-être que justement, un univers à aller regarder, c'est l'univers des petites et moyennes capitalisations qui surperforment depuis 2 ans. On le voit aussi en termes de paroxysme sur les marchés. Vous avez regardé l'évolution relative du Nasdaq versus le Russell. On revient sur les niveaux des années 2000. Donc soit ça passe avec un atterrissage, on va dire, tranquillement de l'économie. Par contre, si on va dans un scénario avec une récession un peu plus difficile, le travail n'est pas complètement fait en termes de valorisation sur les valeurs. Et surtout, la question est, qu'est-ce qui va arriver aux valeurs technologiques ? Ce serait logique aussi que ça retravaille si une récession. Pour l'instant, c'est beaucoup de questions et on n'a pas beaucoup de réponses. On voit que ça fluctue beaucoup sur les données macroéconomiques ces temps-ci. Vous avez évoqué le Nikkei, effectivement, on en a pas mal parlé dans cette émission, le retour du Japon. Je sais pas, là aussi, qu'est-ce que ça vous inspire ? Le niveau du marché boursier japonais n'a jamais été aussi élevé depuis l'invention du Walkman, quasiment. Donc ça remonte. Et ça marque la Nintendo, et ça marque les esprits de beaucoup de gérants qui me disent à chaque fois, le Japon, plus jamais. On m'y reprendra plus. Alors, on a initié, nous, en août 2022, j'en ai parlé dans l'émission, le Japon. Pourquoi ? Parce que c'était pour jouer la réouverture, qui avait été faite un peu plus tard sur la partie japonaise, un peu comme une composition, on va dire, sectorielle, un peu semblable à la zone économique européenne, ce biais value, ce biais dividende qui nous intéressait assez fortement. Et en plus, pour ne pas gâcher la fête, vous avez les banquiers centraux, la BOJ, qui n'a pas remonté ses taux directeurs, ne va peut-être pas les remonter. En tout cas, c'est ce qu'a dit le successeur de Tsukoda lundi dernier. Et vous avez une inflation qui navigue entre 3 et 3,7%. Donc, c'est plein d'éléments qui sont positifs aujourd'hui. Certes, en termes de valorisation, par contre, on revient à 18,4 en termes de PER.
voilà, on est sur les mêmes niveaux que le S&P en termes de valorisation, ouais. à quelque chose près. Donc ça, c'est des éléments quand même à suivre. Mais quand on regarde fondamentalement les sociétés japonaises, déjà, c'est que l'inflation pourrait être positive sur la compression, on va dire, des primes de valorisation pour les valeurs japonaises, boulot qui a déjà été fait, on va dire, sur les valeurs européennes et américaines. Vous avez aussi des sociétés qui sont remplies de cash dans leur bilan. Et ça, c'est très important. On regardait un petit peu dans les anticipations Bloomberg. Ce matin, on est à 3,7% de rendement potentiel pour les investisseurs sur les equities japonaises. Pourquoi ? Parce que vous avez des programmes de rachat d'actions très importants, des régimes de dividendes, et voilà, plein de choses intéressantes, de la tech, des industriels à l'intérieur. On joue la Chine et les États-Unis qui sont leurs partenaires principaux. Donc plein de choses qui sont intéressantes sur ce pan de la courbe. Et donc c'est une zone où on est encore confortable. On est confortable malgré les régimes les niveaux de valorisation pour les raisons que je vous ai dites, qui semblent intéressantes encore à l'heure actuelle. Bon. Pour le reste, quelle est effectivement la stratégie à ce stade, à l'issue du mois de mai? Où est-ce qu'on trouve des primes de risque, des rendements avec lesquels on est encore confortable aujourd'hui, Arnaud? Alors, en zone économique européenne, avec des valorisations qui sont passées sur le mois quand même de 13,5 à 12,5. Donc, on a dérété en termes de valorisation sur la zone économique européenne. On ne voit pas pourquoi aujourd'hui sortir de cette zone économique européenne avec du rendement, des croissances d'IPS qui sont pour le coup toujours positives, comme pour le S&P, vous attendez plus de %. Donc on reste positionné et surpondéré sur la zone économique européenne. Le Japon suit dans nos allocations et on va dire que les États-Unis sont la troisième position en termes géographiques. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en termes de primes de risque, on ne voit pas davantage à être positionné sur le S&P 500 parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une zone, et surtout historiquement, beaucoup plus sensible aux révisions de bénéfices par action si on se place dans un scénario de détérioration de l'économie dans les prochains mois, ce qui sera fort probablement le cas. Donc voilà, un peu d'attention et de sous-pondération sur notre zone américaine, on va dire surpondéré sur le Japon. Et bien sûr, on a toujours cette poche de diversification sur la zone émergente et notamment l'Asie. Mais on le voit ce matin, donc le Hang Seng, on passe à -7 depuis le début de l'année. On est quasiment bear market. Ouais, c'est ça. On est revenu à moins 20%. Tencent, JD, c'est au plus bas, au plus bas des 24 derniers mois. Donc beaucoup de questions sur cette zone-là. On va voir peut-être sur le second semestre où on aura un travail de repricing, de re-rating de cette zone. Mais voilà, c'est un peu le pari, on va dire, de toutes les gestions qui ne marchent pas sur l'année 2023. Et voilà. Ouais, qui renforce encore un peu plus le cas du Japon. J'ai compris que le Japon était une dérivation aussi de l'exposition à la Chine. Le call buffet, voilà, plein de choses sont là pour égayer en tout cas l'exposition au marché japonais. Sur la partie crédit de la zone économique européenne, on est toujours positionné, on aime bien. Chez Promépar, on a lancé un fonds buy and hold en début d'année, on a passé le cap des 100 millions, on a investi dessus, on a un rendement qui est sécurisé, donc on achète. Par contre, on n'est pas plus agressif sur le high yield, et on le voit avec des taux, des défauts qui remontent un tout petit peu. Un peu quand même. Un petit peu, c'est quand même sur les dernières semaines, et ce qui est logique. On voit que les spreads se sont fortement quand même contractés. Donc ça, on ne peut pas dire que le crédit à ce stade est la meilleure opportunité. Ouais, je comprends. Donc on fait le travail. Après, on a une classe d'actifs qu'on retravaille aussi, c'est les fonds monétaires. Aujourd'hui, vous avez 3,50 de rendement peut-être sur la zone économique européenne, et vous en avez 5 aux États-Unis. Donc position d'attente très confortable. En couple, rendement risque pour les prochains mois et au vu du scénario incertain des marchés de l'économie, je pense que c'est une bonne allocation. Ce sera le match et le score final à regarder en cette fin d'année. Est-ce que certains actifs battront le rendement du monétaire américain court terme sans risque? Bon, pour l'instant, les marchés actions sont devant, mais il reste encore quelques mois devant nous. Merci beaucoup Arnaud. Arnaud Morel qui était avec nous en plateau à l'issue de ce mois de mai sur les marchés, un mois de mai qui aurait été un mois de consolidation, et la séance du jour n'y échappe pas avec une petite baisse des indices européens à mi-séance et un CAC 40 qui revient sur les plus bas niveaux depuis 2 mois, depuis la fin du mois de mars, autour de 7175 points actuellement. Arnaud Morel, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management, qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure d'émission. On se retrouve à 17h évidemment en direct sur Bismart.